Donc, on va voir les principes stratigraphiques. Et donc, je vais définir en premier lieu la stratigraphie. Donc, c'est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques et les événements qu'elles ont enregistrés dans le but de reconstituer l'histoire d'une région donnée. Cette discipline se base sur un ensemble de principes dits stratigraphiques. Alors, selon ce que vous avez là, une succession de 3 couches horizontales. Et donc, comme vous savez, les couches sédimentaires se déposent d'une façon horizontale. On a une couche d'argile, de grès, de calcaire. Et pour chaque couche, on a le mur et le toit. Alors, le premier principe, le principe de superposition. Donc, il stipule que les couches les plus profondes sont les plus anciennes et les couches les plus superficielles sont les plus récentes. Donc, comme vous voyez ici pour la figure, on a 3 couches A, B et C. Donc, la plus profonde, c'est A, donc c'est la plus ancienne. La plus récente, ça devrait être la C. Mais ce principe présente des exceptions. Donc, on a 3 exceptions. La première, c'est les terrasses fluviatiles. Alors, comme vous voyez ici, normalement, A, elle est la plus ancienne, mais vu que l'érosion est plus importante, donc elle a été érodée dans ces régions. Et donc, on a par la suite déposé la partie B, qui est plus récente. Et enfin, la partie C, encore plus récente, mais qui est plus profonde. Donc, c'est l'inverse du principe de superposition. Deuxième cas, c'est le pli couché. Donc, on a 2 zones. Une zone X où on peut voir le principe par excellence, mais au niveau de la zone Y, comme vous voyez là, D, normalement, c'est la plus ancienne. Elle repose sur la C qui est plus récente, qui elle-même repose sur la B et enfin sur la A, la plus récente. Dernière exception, c'est pour les failles inverses. Là aussi, c'est la couche C normalement qui est la plus ancienne et qui repose sur la couche A plus récente. Deuxième principe, c'est le principe de continuité. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on a une discontinuité entre les régions X et Y, un éloignement, et quand même, ils ont les mêmes faciès. Et donc, le principe stipule comme quoi, malgré cette discontinuité d'affleurement, les 2 couches séparées dans l'espace, même limitées, mais limitées par les mêmes couches, à la base et au sommet, sont de même âge. Ça veut dire ici, par exemple, la B' et la B sont de même âge, et A sont de même âge. Ce principe, bien sûr, également présente des limites. Alors, il ne s'applique pas, par exemple, pour les séquences sédimentaires constituées d'une succession rythmique de couches semblables. Troisième principe, c'est le principe de recoupement. Donc, on voit dans le schéma un ensemble de structures. Donc, on a des couches plissées, on a une faille, on a des couches horizontales et on a un magma. Alors, ça va nous servir par la suite pour reconstituer l'histoire de la région, mais là, je parle du principe. Là, je peux parler de la faille qui a pu toucher le plissement et les couches jusqu'à la couche B. Donc, la faille, elle est plus récente que les couches K, I, H, E, D, C et B. Mais elle est plus ancienne que la A. Alors, le magma, il a pu toucher même la couche A, donc il est le plus récent. Donc, comme conclusion, le principe de recoupement intervient lorsque la géométrie des strates est perturbée par un événement externe, intrusion magmatique, faille, plissement, discordance, érosion, etc. Donc, l'énoncé de ce principe est le suivant. Les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent. Tout événement géologique qui en recoupe un autre lui est postérieur. Quatrième principe, c'est le principe d'inclusion. Alors, ce principe stipule que les débris d'une roche inclus dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenant. Le contenu est plus ancien que le contenant, c'est-à-dire, si vous voyez le schéma, vous avez dans la couche 2 une enclave R d'une roche préexistante. Donc, automatiquement, la partie R, elle est plus ancienne que la couche 2. Cinquième principe, c'est le principe d'identité paléontologique. Là, on se base sur la présence des fossiles. Donc, 2 couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques, par la suite on va définir c'est quoi un fossile stratigraphique, ont le même âge. Donc, ce principe permet de corréler des séries sédimentaires de régions très éloignées. Comme vous voyez ici, on a 2 couches qui présentent le même fossile stratigraphique, donc forcément ils sont de même âge.
Alors les fossiles, comme vous savez, sont des restes ou des empreintes d'êtres vivants conservées dans les roches sédimentaires. En géologie, on s'intéresse surtout aux fossiles stratigraphiques et aux fossiles de faciès. Alors les fossiles stratigraphiques, comme les trilobites, comme vous voyez ici, les ammonites, là, permettent de dater les couches sédimentaires dans lesquelles ils se trouvent. Cette datation relative est basée sur le principe d'identité paléontologique. Alors, pour être qualifié de fossile stratigraphique, une espèce doit avoir une grande extension géographique, ce qui permet de corréler des couches sédimentaires de régions éloignées, avoir existé pendant une courte durée à l'échelle des temps géologiques. Alors que les fossiles de faciès, comme ici Fenestella, permettent de se renseigner sur le milieu et les conditions de sédimentation des roches dans lesquelles on les trouve. Alors, on passe voir les cycles sédimentaires et l'échelle stratigraphique et on va parler des subdivisions géochronologiques. Alors, géo, c'est terre, chronos, c'est temps. Donc, le stratotype, une référence stratigraphique mondiale. En appliquant les principes stratigraphiques, les géologues ont établi dès le début du 19e siècle des corrélations entre des formations sédimentaires régionales. Ils ont choisi pour cela des séquences sédimentaires qui affleurent dans certaines régions. Ces séquences sont appelées stratotypes, donc c'est les plus complètes possibles. Ils sont caractérisés par la simplicité du milieu de sédimentation, l'absence de déformation tectonique, la richesse en fossiles stratigraphiques marins, l'homogénéité des faciès et des limites faciles à distinguer. Il s'agit le plus souvent de discontinuités de sédimentation comme les lacunes. Alors, grâce à leurs caractéristiques, les stratotypes ont été utilisés comme référence pour la datation relative des formations sédimentaires. En effet, les stratotypes déterminent une unité de l'échelle stratigraphique appelée étage. Alors, l'échelle stratigraphique est utilisée pour la datation relative des formations sédimentaires et des événements géologiques passés. Elle est constituée des unités chronostratigraphiques. Alors, chronotemps stratigraphique, c'est l'étude des strates, des couches, auxquelles correspondent des unités géochronologiques, donc temps à l'échelle de la Terre. Donc, l'unité chronostratigraphique est une division comprenant un ensemble de couches sédimentaires, alors que l'unité géochronologique est une division du temps. C'est la durée correspondant au dépôt des couches d'une unité chronostratigraphique. Alors, l'étage est une unité chronostratigraphique auquel correspond une unité géochronologique appelée âge, dont la durée varie entre 3 et 10 millions d'années. L'échelle stratigraphique comprend une succession donc d'étages. Chacun d'eux a été défini à partir d'un stratotype donné. Alors ici, par exemple, on peut voir un stratotype bien déterminé dans une colonne stratigraphique avec la succession de différentes roches. Alors la colonne ci-contre présente les caractéristiques et les limites du Plainsbachien. Il s'agit d'un stratotype qui se localise dans la région de Plainsbach en Allemagne et qui définit un étage du même nom. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le nom attribué à un étage et au stratotype qui le définit dérive en général du lieu où il a été identifié pour la première fois, auquel on ajoute le suffixe ien, comme toarcien. On va voir par la suite des exemples. Alors, on définit également la biozone. Zone, c'est, comme vous savez, c'est une zone bien déterminée, mais qui présente bio, c'est des animaux ou des végétaux, donc forcément des fossiles. Donc, c'est une subdivision biostratigraphique fine du stratotype, comme vous voyez ici. Donc, on va se baser sur l'ammonite pour déterminer cette biozone. Alors, les fossiles changent dans le temps. On peut les utiliser comme chronomètre. Une formation lithostratigraphique peut être subdivisée à partir des fossiles en couches biostratigraphiques, biozones, ayant le même contenu fossile. Une biozone est une division de base biostratigraphique fondée sur l'apparition ou la disparition d'espèces. Donc l'image ci-contre représente un stratotype historique de toarcien, comme on a dit toars, donc auquel on a ajouté ien, dont les espèces d'ammonites subdivisent cet étage en plusieurs biozones. Alors, le toarcien, le stratotype, s'étend de moins 186 millions d'années à 179 millions d'années. Ce stratotype compte 27 unités biostratigraphiques ou biozones, appelées horizons, caractérisées par une association phonique homogène. La lacune stratigraphique. Alors, si on compare, par exemple, ces deux localités, A, B, C et D, ici, il n'y a pas la couche B. Donc, on peut l'expliquer de deux manières. Alors ici,
c'est qu'il n'y avait pas de sédimentation dans la localité Y, puisque peut-être la mer avait une transgression juste dans la localité X, donc il n'y avait pas de sédimentation du tout. Ou bien, si j'avais une sédimentation, il y avait une transgression complète, et on avait le dépôt de la couche correspondante, mais par érosion, donc c'est la deuxième hypothèse, par érosion, les couches qui manquent dans une région sont déposées, puis elles sont disparues à cause d'une érosion, puis la sédimentation a repris en laissant une lacune stratigraphique. Alors, les discordances géologiques. Alors, comme vous voyez pour le schéma final, vous avez un anticlinal, un pli anticlinal avec des couches inclinées, et la série 2, normalement, elle est horizontale. Donc, entre les deux, on a ce qu'on va appeler la discordance angulaire. Angulaire parce qu'il y a un angle entre les deux. Donc, pour l'expliquer, on avait une transgression. Là, je restitue l'histoire. Donc, une transgression de la mer, dépôt de toutes ces couches horizontalement, régression, contraintes qui ont contribué au plissement, érosion, donc pénéplanation de la zone. Par la suite, on a une nouvelle transgression et donc le dépôt de la série 2 en discordance angulaire. Conclusion, les limites des étages sont généralement marquées par des discordances de sédimentation en relation avec des variations relatives du niveau marin qui portent le nom de transgression et régression. L'alternance de ces phénomènes constitue le cycle sédimentaire. Alors, notion de cycle sédimentaire. Le cycle sédimentaire comprend 3 phases: transgression, sédimentation, régression. Alors, ces phases sont marquées par les discordances ou par les discontinuités sédimentaires. Remarque, la séquence transgressive est qualifiée de séquence positive car la taille des sédiments diminue du bas vers le haut. On le verra dans le schéma. Et bien sûr, c'est inverse pour la séquence régressive. On trouve souvent les couches d'une séquence transgressive en discordance avec les couches d'un socle ancien. Cette discordance est angulaire si les couches du socle sont plissées. Elle est parallèle si les couches du socle sont horizontales. Alors voilà une série transgressive. Ici, c'était les limites du rivage 1, la plage 1. Donc vous voyez, d'après ce que vous avez déjà vu, le granoclassement, ici j'ai du sable grossier, des détritiques fins et enfin du calcaire. Mais la transgression fait que le niveau de la mer monte et donc on passe au rivage 2, au rivage 3. Et donc si on prend la colonne, on va trouver en bas tout ce qui est grossier, suivi par le fin, suivi par des sédiments carbonatés encore plus fins. Donc c'est ce qu'on a dit, du bas vers le haut, on a une diminution du granoclassement. Alors inversement pour la série régressive, donc le rivage 1 était dans cette zone-là, par régression, la mer se rétracte et donc on aura une série où il y a tout ce qui est très fin en bas et tout ce qui est grossier en haut. Alors, notre cycle sédimentaire comporte les deux. Donc, on a la série transgressive et la série régressive. Donc, 3 phases, comme on a dit, transgression, sédimentation et régression. Maintenant, les cycles orogéniques et les discordances majeures. Alors, les deux constituent les principaux critères tectoniques utilisés dans la géochronologie. Alors, un cycle orogénique ou cycle tectonique est la succession des événements correspondant à la formation puis à la destruction d'une chaîne de montagnes. Un tel cycle, qui dure des dizaines ou des centaines de millions d'années, comprend en général 3 phases. Alors, la première phase, c'est une sédimentation dans un bassin sédimentaire qui correspond souvent à une marge continentale. Deuxième phase, appelée orogénèse, c'est-à-dire plissement des sédiments accumulés dans le bassin sédimentaire et suréction d'une chaîne de montagnes, donc l'apparition de la chaîne. Troisième phase, c'est la pénéplanation de la chaîne montagneuse, ça veut dire un aplanissement progressif de la chaîne montagneuse par érosion. Et donc on distingue en général 4 cycles orogéniques majeurs. Le cycle cadomien, il date du précambrien, le cryptozoïque, alors ça on va en parler tout de suite. Le cycle calédonien, il caractérise une partie du paléozoïque, donc ça s'étend du début du cambrien au dévonien. D'accord ? Le cycle hercynien, il caractérise une autre partie du paléozoïque, il s'étend du dévonien à la fin du permien. Et le cycle alpin, le plus récent, il s'étend du début du mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire, jusqu'au quaternaire. Alors chaque cycle orogénique comprend quelques discordances tectoniques,
mais il est toujours marqué à sa base par une discordance angulaire très importante appelée discordance majeure. L'angle entre les couches discordantes peut approcher les 90 degrés. Alors la photo, bon, ci-dessous représente un exemple de cette discordance. Donc c'est une discordance cadomienne majeure, photo prise aux États-Unis. Elle constitue une surface de séparation entre des terrains cryptozoïques très déformés, voilà, plissés, et des couches paléozoïques horizontales. Donc voilà notre discordance majeure. Alors l'échelle stratigraphique. Les grandes divisions de l'échelle stratigraphique, notion d'érathème et de système. Depuis longtemps, les géologues ont constaté la difficulté d'utiliser uniquement les étages dans la géochronologie, à cause du grand nombre de ces étages, et à cause aussi de certains événements géologiques qui ont marqué l'histoire de la Terre et qui peuvent couvrir des dizaines d'étages. Pour cela, les géologues ont déterminé d'autres unités ou divisions chronostratigraphiques et géochronologiques plus grandes que l'étage et l'âge. Donc, on va trouver une échelle stratigraphique très simplifiée, alors, à partir de tout ce qu'on a vu. Donc, les géologues ont divisé le temps géologique en 5 grandes divisions géochronologiques appelées R. Le tableau suivant présente certaines caractéristiques de ces unités géochronologiques. Alors, le précambrien, alors c'est avant l'ère primaire. Par la suite, on a le paléozoïque, l'ère primaire, le mésozoïque, le secondaire, le cénozoïque qui tient le tertiaire et le quaternaire. Alors, comme vous voyez ici, vous avez les systèmes, les périodes, le cambrien, l'ordovicien, donc pour chaque étage. Et donc, on a ici pour le secondaire, par exemple, le Trias, le Jurassique, le Crétacé. Alors, notez bien également la présence des couleurs. On les utilise pour les cartes géologiques. Et donc là également, on a défini les différents cycles orogéniques, comme on a parlé, un au précambrien, 2 pendant l'ère primaire, le paléozoïque, et le dernier qui tient le secondaire, tertiaire et quaternaire. Alors en conclusion, en se basant sur les critères paléontologiques, stratigraphiques et tectoniques, les géologues ont élaboré l'échelle stratigraphique. C'est l'outil de la géochronologie. Elle comprend des unités division chronostratigraphiques auxquelles correspondent des unités géochronologiques. Alors la géochronologie, c'est la datation des formations sédimentaires et les événements géologiques passés. Unité chronostratigraphique, division comprenant un ensemble de couches sédimentaires. Unité géochronologique, durée correspondant au dépôt des couches de l'unité chronostratigraphique. Alors, comme vous avez vu là, les différentes unités et leur correspondance. Alors, l'éonothème, c'est l'éon, donc on a le cryptozoïque. Crypto, ça veut dire caché parce qu'on n'a pas d'indice d'être vivant. Le phanérozoïque, ça veut dire découvert, on a des êtres vivants. Alors, l'érathème, l'équivalent en temps, c'est l'air, donc le paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque. Les systèmes, leur équivalent période, comme le cambrien, Trias, paléogène, etc. Les étages avec l'équivalent âge, le géorgien, Werféen, Danien, etc. Alors, deuxième chapitre, la carte géographique ou géologique, bilan synthétique des études stratigraphiques. Donc, la carte géologique d'une région donnée représente un bilan synthétique d'un ensemble de données topographiques, stratigraphiques et tectoniques d'une région donnée. L'étude de la carte géologique d'une région et les coupes géologiques réalisées à partir de cette carte permettent de reconstituer l'histoire géologique de la région étudiée. Alors, définition de la carte géologique et de ses éléments. La définition, donc c'est une carte géologique, c'est la représentation sur un fond topographique des terrains qui affleurent à la surface du sol ou qui ne sont cachés que par une faible épaisseur de formation superficielle récente. Cette représentation se fait par projection verticale sur une surface horizontale des constituants géologiques d'une région donnée. Je prends l'exemple ici d'une carte géologique avec ses différents éléments. Donc, on va avoir le titre. Par exemple, ici, c'est dans le sud de la montagne noire. L'échelle, alors on a deux façons de le faire, soit numérique, exemple ici 1 sur 50 000, ou bien graphique, comme vous avez là, c'est une droite subdivisée en segments. Alors, l'orientation par une flèche, comme vous voyez ici, ça indique le nord, et la légende par couleur, symbole, etc., pour nous montrer la composition des différentes roches.
Alors, les principes de représentation des données sur la carte et la coupe géologique, représentation des données stratigraphiques. Donc, comme vous voyez également ici, on a des couleurs qu'on utilise, on utilise également des symboles, et en général, c'est la première lettre de chaque division. Par exemple, C, c'est pour le Crétacé, J, c'est pour le Jurassique, etc. Et donc, on peut avoir soit des couleurs, soit des symboles qui désignent la nature de la roche. Donc, c'est des signes conventionnels, le sel, le conglomérat, les grès, les marnes, l'argile, le dolomite, le calcaire. Donc, on peut les utiliser comme outils. Comme parfois, on peut utiliser des lettres latines comme gamma pour le granit, bêta pour le basalte, ou bien, comme on a vu, le rouge, par exemple, pour le granit, puisque c'est un magma. Alors, la représentation des données tectoniques, on a les symboles de pondage. Donc, on a un signe de pondage. Qu'est-ce que le pondage? C'est un angle entre les couches inclinées et l'horizontalité. Et donc, les différents symboles que je peux avoir, le signe plus, c'est horizontal, comme vous pouvez voir sur ce schéma-là. Alors, ici, c'est le pondage vers la gauche, sauf que la longueur de la flèche donne l'angle. Donc, si je prends par exemple le 1, 2 et 3, quand vous remarquez, la flèche n'a pas la même longueur, et donc vous voyez comme quoi le pondage il devient plus raide lorsque, comme on a vu ici, la longueur de la flèche est plus petite. Et ça devient vertical, comme vous voyez ici, selon ce schéma-là. Alors, les symboles des axes des plis, on a un anticlinal ici, et donc l'axe du pli est représenté par ces plus-là, et un synclinal, et donc l'axe du pli, il est de cette manière-là. Les symboles des failles, donc on va voir ici 3 types de failles, la faille verticale avec des plus, la faille normale, d'accord? Et donc pour la faille inverse, c'est avec des triangles qu'on marque ici, donc on reconnaît rapidement que c'est une faille inverse. Conclusion, la carte géologique présente un bilan synthétique des études stratigraphiques puisqu'elle représente les différents affleurements, les différentes structures tectoniques d'une région donnée. On peut passer de la carte géologique à la réalité matérialisée par la coupe géologique. Donc, ce que je montre ici, une carte géologique simplifiée avec des couleurs, des signes, et bien sûr le signe de pondage. On a déjà schématisé ici la coupe topographique, donc ce que vous voyez devant vous, et maintenant je vais voir les différents types de couches. Donc ici c'est horizontal, c'est la C2 et la C1, ils sont déposés d'une façon horizontale, J1, J2, J3 et J4, avec un pondage de ce côté-là. Donc, vous voyez la schématisation des limites. Et donc, là aussi, je peux voir une discordance angulaire. Alors, la coupe géologique, rapidement, donc, comme définition, elle représente la section par un plan vertical des terrains et des structures géologiques affleurant dans une région donnée. Cette coupe qu'on réalise à partir d'une carte géologique montre les relations géométriques qui existent en profondeur entre les différentes formations géologiques. Alors, parmi les principaux éléments de la coupe géologique, on peut citer également, comme on a vu pour la carte, le titre. Donc, il s'agit en général du titre de la carte géologique, qui est à l'origine de la coupe. L'échelle, il y en a 3 types, échelle numérique, échelle de hauteur, échelle des distances. L'orientation, donc par exemple nord-sud, nord-est, sud-ouest, etc. Donc, les 2 bords de la coupe portent toujours l'orientation appropriée. Alors, la toponymie, c'est-à-dire les noms des lieux par où passe la coupe géologique, et la légende, ensemble des symboles qui indiquent l'épaisseur des couches sédimentaires, leur âge, leur nature pétrographique. Donc, c'est ce qu'on voit ici, quand vous voyez. Donc, j'ai l'orientation nord-sud, j'ai l'échelle des altitudes, j'ai la légende qui montre les différents types de couches, et donc, ça va me permettre de restituer l'histoire géographique de la région. Donc, comme vous voyez, et ça, on va le reprendre pour l'exercice d'évaluation, des couches inclinées qui vont du grès rouge jusqu'au grès jaune. Ces couches montrent ici un synclinal. J'ai également une faille normale et j'ai un filon de granit. Par la suite, j'ai un ensemble presque horizontal haut. Donc, rapidement, il y a eu une transgression donc, qui a donné le dépôt des grès rouges, conglomérats, marnes sableux, des roches qui se sont métamorphisées en schiste, calcaire avec banc de dolomite et grès-jean. Par la suite, régression et grâce aux contraintes, on a eu le plissement.
j'ai eu également vers le sud la faille, et vers le nord, on a eu une inclusion par un filon de granit. Donc, c'est un magma qui est monté sous forme d'un filon. Et après tout cela, après érosion également, on a une nouvelle régression, probablement uniquement du côté sud, où on a le dépôt de cette couche qui a donné le schiste avec des veines de charbon.